Bonjour, c'est Gigal. Alors aujourd'hui, je vous parle du fin fond de Fayoum, à peu près 150 km au sud-ouest du Caire. Je suis dans ma chambre d'hôtel parce que là, il fait 47 à l'ombre. Donc, j'en profite pour faire un podcast. J'ai eu beaucoup de difficultés ces temps derniers à poster des choses sur les réseaux sociaux parce que le Wi-Fi est très très mauvais à Fayoum malgré tout mon matériel, mes routeurs, mes amplificateurs, tout ce qu'on veut. J'arrive absolument pas à télécharger des choses lourdes, par exemple des vidéos, etc. Mais ça va venir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de différentes choses, c'est un peu mélangé, mais voilà, les choses dont j'avais envie aujourd'hui. Donc je vais vous parler, vous savez, il y a un philosophe grec, stoïcien, qui s'appelait Épictète, qui a dit les hommes se rendent malheureux non par les choses qui leur arrivent, mais par leur manière de voir les choses qui leur arrivent. Alors ça, c'est très vrai. La façon dont on vit les choses, la façon de voir ce que l'on vit peut tout changer. Et je vais un petit peu vous en parler aujourd'hui. Mais d'abord, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je reçois toujours des témoignages, des lettres, des nouvelles de personnes qui sont vraiment très très inquiètes pour leur futur, pour le lendemain. Et j'avais un petit peu envie de parler de ça. Et je vais aussi vous parler de votre valise pour l'Égypte. Qu'est-ce qu'il faut emmener, pas emmener. Voilà, un sujet profond, un sujet plus léger pour aujourd'hui. Donc vous vous rappelez la phrase si célèbre de Jésus qui disait ne vous inquiétez pas du lendemain, celle de Saint Paul qui vous disait ne vous inquiétez de rien. Euh, voilà. Bon, alors c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'on est tous en train de s'inquiéter plus ou moins pour le futur, proche ou moins proche. Et on ne peut pas, on ne peut pas avoir la maîtrise de son destin et être sur la route du succès de son destin sans se libérer justement de ces préoccupations obsessionnelles qui nous pourrissent la vie, mais pourtant qui sont là. On a tous des préoccupations, qu'elles soient financières, émotionnelles, familiales, etc., etc. J'en passe et des meilleures. Et c'est vraiment très important la façon dont on voit les choses. Et le problème, c'est que l'angoisse, ce que j'ai remarqué, c'est que l'angoisse, ces obsessions d'inquiétude pour le lendemain, ça vient très souvent parce que on fait plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que on est dans un présent, mais on est tout le temps projeté dans des choses futures qui ne sont pas encore arrivées et qu'on projette en général négativement. Et ça, c'est très dangereux. Vous savez, c'est comme un sablier. Le temps ne peut passer que par grain de sable, c'est-à-dire un grain de sable par un grain de sable. Tout le sable d'un sablier ne peut pas tomber en même temps, sinon il n'y a plus de temps, il n'y a plus de marquage du temps. C'est pareil pour nous, et ça c'est très important à comprendre, c'est que il faut qu'on essaye d'arrêter de vouloir penser à plusieurs choses à la fois ou de faire plusieurs choses à la fois, parce qu'automatiquement on va avoir une angoisse, une inquiétude très forte. Concentrez-vous sur un seul problème à la fois et les choses vont couler beaucoup plus facilement, vont partir plus facilement. Pensez beaucoup à ce sablier qui, le temps ne peut s'écouler que par un grain. Donc vous ne pouvez pas mettre dans votre projection plusieurs choses du futur en même temps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais plusieurs obsessions, plusieurs inquiétudes en même temps, c'est pas gérable. Et donc ça suscite énormément d'angoisse en nous. Euh,
toujours voir les choses d'un autre point de vue. Quand on a des problèmes graves, euh, alors je sais que ça va être choquant, mais il y a le roi Salomon dans les proverbes. Il faut lire les proverbes du roi Salomon, c'est intéressant. Il dit qu'un cœur joyeux est un bon remède à tout problème, mais que si votre esprit est abattu, il dessèche vos os. Et dans l'ancien temps, dessécher ses os, ça voulait dire attaquer votre santé. C'est-à-dire que automatiquement, si vous n'essayez pas de voir les choses en dehors de vous et pas collées à vous, c'est-à-dire pas les problèmes collés à vous, mais comme si vous étiez à l'extérieur des problèmes, vous allez non seulement fabriquer énormément de stress et d'angoisse, mais en plus, vous allez attaquer votre santé. Voilà. Alors bien sûr, c'est logique, hein, le stress attaque la santé. Mais comme disait Epictète, la manière de voir les choses, ça change tout. Et aussi, notre obsession du bonheur n'est peut-être pas celle qu'il nous faut, parce que je voulais vous parler de quelqu'un de très intéressant que j'ai découvert en Espagne, qui s'appelle, enfin dans l'histoire d'Espagne, qui s'appelle le calife Abdelrahman. Alors, sachez bien que le calife Abdelrahman, sa grand-mère était chrétienne, sa grand-mère paternelle était chrétienne, c'était l'infante royale Onéka Fortunès, c'était la fille du roi de Navarre. Et en fait, que lui, il était trois quarts espagnol, il était ce qu'on appelle un hispano-basque. Hein, alors, il était calife musulman Abdelrahman, mais sa grand-mère était chrétienne. Il était hispano-basque, il avait les yeux bleus, il avait la peau claire, il était roux. Euh, il était orphelin dès sa jeunesse, mais il était élevé par son grand-père jusqu'à son accession au trône à l'époque où l'Espagne était gouvernée par des califes. Mais vous allez voir pourquoi je vous parle de lui. Et c'était un calife omeyyade, en fait. Mais avant d'être calife, il était émir parce qu'il dépendait de Bagdad. Il dépendait de l'autorité politique et religieuse de Bagdad qui dirigeait tout le monde au Moyen-Orient à l'époque et en Europe. Et lui, il a combattu, il a unifié l'Espagne en 917, je crois. Il s'est affranchi définitivement de l'autorité de Bagdad et s'est attribué le titre de calife. C'est-à-dire qu'il est devenu la personne prépondérante dans tout le monde musulman de l'époque par ses propres moyens et en s'affranchissant du pouvoir de Bagdad. C'est très curieux. Je fais une petite parenthèse là, c'est que Bagdad à l'époque était... Vous savez, les anciens Égyptiens aussi n'aimaient pas du tout le pouvoir de Bagdad. Tous les prêtres égyptiens luttaient contre la mauvaise influence des prêtres de Bagdad d'Irak. Il semble que depuis toujours, l'Irak était un centre de problème pour tout le monde. C'est amusant de le... Enfin, c'est amusant. C'est intéressant de le souligner. Et donc, même pour un calife, Bagdad, c'était un problème. Il fallait qu'il s'en défasse. Et c'est ce qu'il a fait. Il était très intelligent, très actif. Il a beaucoup bataillé. A accédé au trône. Il a accédé au trône vers 21 ans. Et il a installé la paix, la culture partout, en Andalousie, en Espagne. Il est devenu vraiment... toute la ville de Cordoue était sous ses ordres, plus l'Espagne. Il s'est battu beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les Espagnols qui étaient divisés en plusieurs factions, qui n'étaient pas toujours très claires, en tout cas qui ne voulaient pas la paix. Et, euh, et voilà. Bon, pourquoi je vous parle de lui à part le fait qu'il a rendu au premier rang européen
l'Espagne à l'époque, hein, ce qui n'est pas rien. Il a remonté le fleuron des Omeyyades en Espagne. À part ça, pourquoi je vous en parle? Parce que il disait une chose très intéressante à propos du bonheur. Alors lui, il disait, je vais lire sa citation. Il disait: Cela fait 50 ans que je règne dans la victoire et la paix victorieuse, aimé de mes sujets, redouté de mes ennemis et respecté de mes alliés. Richesse, honneur, puissance et plaisir ont répondu à mon appel, ainsi que les bénédictions terrestres à mon désir de bonheur. Dans cette situation, et alors c'est là que ça devient intéressant, écoutez bien, dans cette situation, j'ai compté les jours de vrai, pur bonheur et ils n'ont été que 14. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que même dans la position d'un calife aussi puissant que Abdelrahman III, avec toutes les richesses, toute la puissance, toute l'intelligence qu'il pouvait avoir, eh bien, en tout et pour tout, dans sa vie, il a compté que 14 jours de pur bonheur. Donc quand on court après le bonheur, on court après une grosse illusion, euh, parce que le bonheur, c'est l'instant présent, c'est juste l'instant présent. Bon. Et je vous parle de ça parce que c'est vraiment très important de remettre les choses en place. Quand vous avez plusieurs problèmes ou un problème grave, essayez de mettre en perspective ce problème. C'est vraiment très important de ne pas vous sentir mais complètement avalé par le problème, complètement anéanti par ce problème ou par ces problèmes. Et de prendre un peu de distance parce qu'avec une autre façon de voir, les choses, un petit peu en prenant de la hauteur, vous allez vous apercevoir qu'il y a des côtés positifs malgré tout, même à des situations extrêmement difficiles. Et voilà, c'est vraiment important de réfléchir à ça. Et quand les Jésus, etc., ont parlé de ne pas s'inquiéter du lendemain, c'est parce que ça ne dépend pas que de nous. C'est-à-dire que notre stress vient aussi de notre culpabilité. On a l'impression de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait ou d'avoir euh, oublié des choses ou pas bien fait des choses ou d'avoir commis des erreurs, mais en fait, ça ne vient pas de nous. Il faut vraiment se libérer de ces préoccupations obsessionnelles et ne pas se sentir responsable, essayer pendant un moment d'être indifférent et remettre la charge de son destin à, aux entités supérieures parce que c'est pas nous qui décidons. Et les choses, quand vous arrivez à faire ce switch-là, les choses tout d'un coup s'allègent et après vous arrivez à dépasser tout ça. C'est vraiment très important. Et alors en toute petite mesure, hein, rien à voir, mais en tout petit, là pendant mon dernier voyage, quand je suis arrivée en Égypte la dernière fois, là il y a 15 jours maintenant, je venais d'ailleurs. Air France a perdu ma valise, ma grosse valise où j'ai tout mon matériel, mes habits qui sont à ma taille. J'ai une taille particulière parce que je suis très grande et enfin bref, j'ai pas une taille commune, donc c'est difficile de trouver des vêtements, des chaussures à ma taille, etc. Et voilà, Air France perd ma valise. Ils ont mis 5 jours à la retrouver, mais en fait, ils l'avaient renvoyée sur Paris, enfin, un peu n'importe quoi. Et j'ai décidé qu'ils ne me la renverraient pas en Égypte. Ça m'a bien énervé cette histoire parce que j'ai passé peut-être 2 jours à remplir des formulaires à l'aéroport. Ils m'ont fait revenir au Caire, enfin. Bon, j'ai appris des choses intéressantes comme quoi quand une valise n'a pas de tag ni de nom, ils sont capables de scanner la valise, de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur
Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont retrouvé qu'en 5 jours ma valise, parce que j'avais mis ma copie de passeport à l'intérieur et ils ont été capables de lire mon nom, tout ce qu'il y a écrit dans mon passeport, quoi. Donc après, ils ont été à mon adresse. C'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas du tout les scans de valises qu'on vous fait à l'aéroport où on voit juste une forme et des fils électriques quand il y en a, etc. Là, c'était vraiment des scans en détail. On pouvait lire les papiers que j'avais mis dedans, les titres de livres, les marques de vêtements, tout, c'est impressionnant. Bref, on me perd cette valise qui est très précieuse pour moi. En fait, c'est un peu ma maison, ma valise. Et je me retrouve juste avec deux t-shirts, un pantalon et un maillot de bain et deux tops de plage, enfin oui, de piscine, si on peut dire. Heureusement, mon ordinateur, ma tablette, mon téléphone étaient avec moi avec leur chargeur. Mais c'était à peu près tout. Donc j'ai passé 2 jours au Caire pour me racheter des chaussures pour le sable qui sont absolument nécessaires. Et justement, je voulais vous parler justement de qu'est-ce qu'il faut que vous preniez dans votre valise si vous venez en Égypte ou dans un pays similaire, c'est-à-dire un pays où il fait chaud et où il y a beaucoup de sable. Mais cette histoire de valise, en la regardant d'une autre manière, après le premier moment d'énervement, m'a fait vraiment comprendre que j'étais encore beaucoup trop chargée, quoi. En fait, j'ai pas besoin de ces 23 kilos, même pour plusieurs mois, j'ai pas du tout besoin de ces 23 kilos, puisque je m'en suis passée pendant 10 jours, là, les 10 derniers jours, très bien. Et ça veut dire que il faut être plus minimaliste dans sa vie. Et voilà, et j'ai vécu les choses autrement, peut-être plus légèrement, et c'était pas mal. Maintenant, la valise pour l'Égypte. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quand je vois les touristes qui viennent en Égypte, ils font exactement le contraire de ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des shorts, avec des bermudas, alors que déjà vous êtes dans un pays musulman qui est très pudique, donc les mollets des gens, ils n'aiment pas trop les voir, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que si vous marchez en short ou en bermuda, vous allez avoir tout le mollet qui va brûler au soleil. Donc, c'est pas intelligent. Il faut toujours mettre dans votre valise des pantalons de toile ou même des jeans, mais pantalons de toile, c'est encore mieux, qui vont jusqu'aux pieds. Ensuite, les chaussures, ce qui est très important, c'est pas prendre des chaussures montantes parce que c'est trop chaud, c'est trop lourd. Il vous faut les chaussures les plus légères. Pour marcher dans la rue, vous pouvez mettre des sandales, il n'y a pas de problème. Mais dans le sable, vous allez brûler vos pieds. Si le sable entre par les interstices, vous allez brûler vos pieds. Donc il faut des chaussures fermées. Moi je conseille toujours le cuir, des chaussures en cuir mais qui respirent. Ça existe aujourd'hui, il y a plein de marques qui les font. Et sinon, vous pouvez toujours prendre des baskets. Les baskets suffisent amplement si vous restez pas longtemps. Et si vous mettez des chaussettes, parce que sinon, c'est pareil, vous allez brûler la peau de vos chevilles avec le sable. Ensuite, vous pouvez parfaitement emporter des vêtements de sport. Je parle de t-shirts de sport, ceux qui respirent, ceux qui sont qui sont jamais froissés, etc. Ça, c'est très pratique et qui supportent beaucoup la chaleur et qui sont vraiment ultra modernes au niveau de technologie. Simplement, moi, je préfère franchement toujours le coton, même si le coton absorbe l'humidité. Et qu'il faut changer souvent de t-shirt, je préfère toujours le toucher du coton ou du lin, de la soie, c'est encore mieux, mais bon, c'est plus difficile de trouver des t-shirts en soie. Et voilà, donc je conseille toujours les fibres naturelles, malgré qu'aujourd'hui on fasse des vêtements en technologie géniaux pour le désert.
J'insiste aussi sur le fait de jamais avoir peur de la trop grosse chaleur, parce que là, malgré qu'il a fait très chaud, particulièrement chaud cette année en Égypte cet été, 47 degrés, moi j'avais pas connu ça. Franchement, même au mois de juillet, jamais. Mais j'ai pas souffert du tout de la chaleur parce que si vous buvez bien de l'eau, dehors il y a tellement d'oxygène euh, et du vent que vous ne souffrez absolument pas. Il faut juste boire beaucoup et puis évidemment pas rester en plein soleil pendant des heures. Voilà, ça c'est très simple. Et couvrir le plus possible vos bras, vos épaules, parce que c'est là où vous allez brûler aussi, bien sûr. C'est pour ça que je porte des hauts amples qui couvrent un peu, mais qui sont en voile léger, qui font circuler l'air. Et ça, c'est très important aussi. Mais pour les hommes, c'est très simple, hein, c'est juste des t-shirts un peu amples pour faire circuler l'air. C'est très bien. Beaucoup vont mettre des chapeaux, ce qui est normal parce que ça tape quand même très très fort. Moi, j'en mets pas, mais c'est parce que j'ai beaucoup de cheveux qui me protègent, mais je sais que c'est pas très bien. Et à part ça, il faut que vous mettiez toujours des lunettes de soleil, des vraies, parce que là, il y a une réverbération trop forte. En Égypte, c'est trop important. Voilà. Et puis ne jamais oublier un pull, une veste, quelque chose même en plein été, parce que des fois vous allez entrer dans des restaurants ou dans des hôtels où il y a l'air conditionné à fond et vous ne devez pas attraper froid par le chaud-froid, c'est très important. Voilà, ça c'est une petite partie de la valise pour l'Égypte. Sachez aussi qu'il faut absolument emmener des produits comme l'hercéfuril, qui est un désinfectant intestinal, parce que nous, les Européens, quand on vient en Afrique, n'importe où, on n'est pas habitué aux bactéries africaines et on peut avoir la courante pendant 3 jours. Donc c'est pour éviter ça, on prend de l'hercéfuril ou assimilé. Il y en a d'autres qui prennent de l'huile de pamplemousse, mais c'est pas toujours aussi efficace. Sachez que les Égyptiens, quand ils viennent en France, par exemple, ils ont le même problème. C'est-à-dire, ils ont des problèmes, ils sont pas habitués à nos bactéries, ils sont très malades aussi pendant 2 3 jours. Donc pour éviter ça, eux aussi doivent prendre des désinfectants intestinaux. Voilà, c'est ça qui est amusant, euh, si on peut dire. Et voilà. Alors, tout le reste, c'est du supplémentaire. Mais ça, c'est les choses essentielles, les vêtements et les chaussures. Voilà les amis, à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien, soyez heureux.